Salut à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Let's Talk About SEO. Si je vous dis CMS, vous allez très certainement me répondre WordPress et à juste titre car c'est actuellement le système de gestion de contenu le plus utilisé au monde. Et justement, on va se pencher sur ce CMS aujourd'hui pour vraiment le comprendre, pour comprendre comment booster ses performances SEO, booster les performances SEO d'un site WordPress, les bonnes pratiques, les mythes, les pièges à éviter. Voilà, tout ça, on va le détailler aujourd'hui. Pour répondre à mes questions aujourd'hui et celles de nombreux utilisateurs de WordPress, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Leguet, Web Marketing Manager chez Business Aptitude. Comment tu vas, Julien? Ça va super. Et toi, Quentin? Écoute, ça va, moi tranquillement. Comme je l'ai dit, on va essayer d'étudier le référencement naturel d'un site WordPress. Mais j'ai une première question qui peut paraître toute bête, mais je pense qu'elle n'est pas si évidente que ça. Selon toi, pourquoi de plus en plus de personnes utilisent WordPress aujourd'hui? Alors, selon moi, de plus en plus d'utilisateurs utilisent WordPress parce que WordPress a de nombreux avantages. Dans un premier temps, WordPress, c'est un CMS qui est gratuit. Ça, c'est le premier avantage. Mais WordPress, l'avantage principal, c'est qu'il ne nécessite pas forcément d'avoir des notions de développement très poussées pour créer un site web avec WordPress. Comme tu l'as dit, il y a des pièges à éviter, effectivement. WordPress dispose de plus de 50 000 plugins et qui permettent justement d'améliorer certaines fonctionnalités, l'UX et aussi d'optimiser pour le SEO. On va voir tout ça juste après, on va en parler. Donc ça, c'est le premier avantage de WordPress. Autre avantage de WordPress, c'est qu'il dispose d'une communauté qui est assez conséquente et c'est une réelle mine d'informations. C'est presque plus efficace que le support. Quand on a une problématique sur WordPress, on peut solliciter la communauté et ça permet parfois, la plupart du temps, de corriger certaines problématiques. Donc ça, c'est un gros avantage de WordPress. Autre élément de WordPress qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est un CMS qui est open source. Donc, on peut moduler, on peut agir, modifier dans le code source. Et c'est très important lorsqu'on veut développer un site web efficace, que ce soit pour une stratégie SEO ou pour agencer son site comme on le souhaite, d'avoir un CMS open source pour agir sur le code source du site. On peut vraiment du coup avoir un bon référencement naturel, un bon SEO avec WordPress. On peut avoir un bon référencement naturel avec WordPress ou même un autre CMS, mais il faut qu'il réponde à des prérequis. Euh, les premiers prérequis, donc il faut qu'il soit open source, comme on l'a dit. Il faut qu'on puisse modifier certains éléments dans le code source. WordPress, par défaut, n'est pas une machine de guerre pour le SEO. Il faut l'ajuster. Je pense notamment, par exemple, au balisage HN dans certains templates où il va falloir agir directement dans le code source ou différents autres éléments. Le CMS, ça va être un outil. Derrière, c'est l'humain qui est important, la personne qui va élaborer la stratégie SEO. Pour rappel, une stratégie SEO efficace, ça repose sur 4 grands piliers. Donc, ça va être le premier pilier, donc ça va être le choix des mots-clés. Donc, élaborer une stratégie de mots-clés pertinente par rapport à votre business et par rapport aux requêtes des internautes, au volume de recherche, etc. Le deuxième élément, ça va être la technique, où là, ça va être étroitement lié quand même avec le CMS. Donc, dans un premier temps, comment élaborer votre arborescence. Donc là, ça reste l'humain. Est-ce que l'arborescence que vous souhaitez mettre en place pour performer un SEO est réalisable sur ce CMS? Est-ce qu'elle est facilement euh, injectable sur le CMS? Est-ce qu'en termes de technique, il y a une facilité de gestion au niveau de l'indexation des pages? Est-ce qu'on peut optimiser le crawl facilement sur le CMS? Autre élément, forcément, le troisième pilier, le contenu, qui est la base, l'essence même du CMS, la gestion de contenu. Et ensuite, le quatrième volet, c'est la popularité qui est en dehors du CMS, donc l'acquisition de liens à forte autorité sur la thématique. Donc, on peut performer avec un CMS. Il faut qu'il soit en corrélation également avec votre projet. Il faut savoir que chaque CMS a un petit peu sa spécificité. WordPress, de base, a été créé pour faire du blog. Maintenant, il peut faire du e-commerce avec l'arrivée de WooCommerce, mais il reste majoritairement exploité pour les sites vitrines, les sites catalogues parfois et les sites institutionnels.
sur du e-commerce, on sera plus sur, voilà, on va penser plus à PrestaShop. Lorsqu'on a justement des gros méga menus, c'est plus simple de gérer ça sur des CMS qui sont spécialisés dans le e-commerce lorsqu'on a beaucoup de gamme produits, etc. Ouais, donc il y a quand même un point super important dans ta réponse, c'est qu'il ne faut jamais omettre, même si on utilise un CMS pour son site web, avoir une stratégie SEO qui soit fiable, qui donc s'appuie sur les quatre piliers que tu as évoqués. Ça, c'est essentiel. Tout à fait. Le CMS, ça reste l'outil. Là, le plus important, c'est l'humain derrière qui Ouais, élabore tout à la fait. stratégie. Ça peut paraître un peu paradoxal tout ça parce que un site WordPress, c'est un CMS qui permet d'intégrer de nombreuses extensions, de nombreux plugins. Tu en as parlé tout à l'heure en introduction pour améliorer donc les performances du site. Mais l'accumulation d'extensions et de plugins, c'est quelque chose qui nuit quand même à l'origine au SEO puisque ça alourdit le site web en général. Oui, alors oui, c'est vrai que l'avantage de WordPress et qui peut être l'inconvénient, c'est qu'effectivement, il a plus de 50 000 plugins à sa disposition. Le WordPress et les plugins, c'est comme les humains et les burgers, il ne faut pas trop en abuser, sinon on tourne au ralenti. Donc, il faut, selon moi, déterminer les plugins qui sont vitaux pour ne pas ralentir le chargement du site. Il y a des plugins qui vont permettre vraiment qui vont apporter une plus-value en termes de gestion, en termes d'action, d'optimisation, et qui ne vont pas ralentir forcément la vitesse de chargement du site. Moi, ce que je conseille toujours, c'est de choisir des plugins déjà qui ont un nombre d'installations qui est assez conséquent, des bonnes notations, se renseigner sur les plugins avant de les installer, voir justement si ça peut altérer la vitesse de chargement. Il ne faut pas transformer WordPress en une usine à plugins. Ça peut effectivement jouer sur la vitesse de chargement. Il y a d'autres éléments. C'est vrai que WordPress peut être taxé comme CMS qui est parfois un peu lent. Mais il y a d'autres éléments à prendre en compte. Il y a le template aussi qu'on va choisir sur WordPress. Il y a des templates qui sont plus lents que d'autres. Donc, c'est pour ça que c'est très important de se renseigner en amont sur les performances du template si vous exploitez un template. Et il y a aussi l'hébergement. Toujours choisir un hébergement qui soit en corrélation avec vos besoins au niveau de la gestion de votre site web. Télécharger une extension SEO, on parle souvent de Yoast, en l'occurrence avec WordPress. Est-ce que ça suffit du coup à booster et à travailler le référencement naturel de son site WordPress? Alors, Mythe ou réalité? effectivement, alors là, c'est un mythe, on ne va pas se le cacher, sinon on n'existerait pas. Ouais. Donc, non, les extensions SEO, comme c'est ça, on en revient un petit peu à l'humain. Les extensions SEO, ça va permettre de faciliter les actions d'optimisation du site web. Mais en amont, il faut déterminer les actions à mettre en place sur le site web. Les extensions vont permettre vraiment de faciliter tout le déploiement des actions SEO. Que tu citais Yoast SEO, qui est un très bon outil qui va permettre vraiment d'agir facilement sur l'optimisation du fichier sitemap, sur le changement du fichier robot.txt sans forcément aller dans le fichier FTP. Ça va permettre vraiment d'optimiser le site, de mettre en place des balises no index, etc., de manière très très simple, sans forcément Mhm. agir dans le code source du site. Donc ça, c'est vraiment top et ça facilite vraiment la tâche de tout SEO. Donc ça, c'est un gros point. Par contre, il faut, pour réussir sa stratégie en SEO, c'est tout d'abord, il faut prioriser les actions, enfin analyser les résultats, prioriser les actions et agir par la suite par le biais d'extensions. Les plugins SEO, ça permet de faciliter les actions qu'on veut mettre en place sans forcément agir dans le code source et sans forcément avoir besoin d'une équipe de développement derrière. Mais il faut déterminer les actions, les actions prioritaires pour performer en SEO. Du coup, tu viens un peu de répondre quand même à ma prochaine question, mais j'aimerais qu'on insiste sur ce point. Est-ce qu'on peut du coup automatiser l'optimisation SEO d'un site WordPress? Et je pense que la réponse est non. Alors, on peut automatiser certaines actions SEO par le biais d'extensions.
On parlait notamment, par exemple, de vitesse de chargement, l'optimisation des images. Il y a différents plugins qui permettent justement d'optimiser les images de manière efficace et pour justement améliorer la vitesse de chargement d'un site. Je pense notamment à Smush, qui est un outil qui est assez top, qui permet d'automatiser le poids des images, qui permet de redimensionner les images, mettre en place aussi un dispositif de lazy loading pour améliorer la vitesse de chargement pour différer le chargement des contenus. Donc, il y a des plugins qui permettent d'automatiser certaines actions qui seraient chronophages, et ça, c'est bénéfique. Il y a également l'automatisation de balises alt qui sont possibles, mais qu'il faut bien paramétrer pour pas que ce soit dégueu derrière. Et il y a d'autres éléments, comme par exemple, je pense notamment au plugin WebP Converter, qui permet aussi d'améliorer la vitesse de chargement, passer les images au format WebP, qui permet vraiment d'automatiser de manière très très simple certaines optimisations. Par contre, on revient toujours à la même chose, c'est qu'il faut déterminer vraiment les actions à mettre en place, et on peut chercher des plugins qui vont nous faire gagner du temps. Le SEO, c'est un petit peu ça, finalement, c'est de déterminer les actions prioritaires et d'être le plus flemmard possible, on va dire, pour optimiser et gagner du temps. Et après, déployer son temps sur d'autres actions qui ne peuvent pas être réalisées avec l'aide d'une extension. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste WordPress, par exemple. Du coup, comment se déroule l'intégration d'une image sur WordPress? J'ai pu lire dans mes informations que en intégrant une image, on crée une page HTML. WordPress crée une page HTML et du coup, ces pages elles sont indexées. Et du coup, il faut faire des redirections. Et du coup, tout ça, c'est pas bon pour le SEO. Alors, comment ça se passe véritablement? Alors, tout se passe avant de créer le site web. On parlait notamment de Yoast, hein. Il n'y a pas que Yoast, il y a aussi RankMath qui est arrivé, il y a un petit moment maintenant, et qui est une très belle extension aussi, très très complète. Mais Yoast permet en amont de dire qu'on ne veut pas indexer ces pages HTML, et qui redirige automatiquement ces pages HTML vers des fichiers. Par défaut, lorsqu'on installe Yoast dans son WordPress, ce paramétrage est fait naturellement par défaut. Donc, ce problème, en fait, il n'y a pas de problème, dans le sens où si c'est géré en amont, les pages ne seront pas indexées, ne seront même pas crawlables, puisqu'elles ne seront pas sur votre fichier sitemap, elles ne seront pas dans le code source des pages. Donc, au final, ce n'est pas un souci. Il faut juste gérer en amont cette variable sur Yoast. Mais si on installe Yoast avant et que le paramètre par défaut que le paramètre est bien mis en place, on n'a pas de souci avec ça. Ouais, donc c'est quand même un petit contrôle à avoir en amont, hein. Comme tu le dis, il faut quand même être C'est ça. vigilant sur ce point. Quid des permaliens, les fameux permaliens, qui ne sont pas forcément SEO-friendly, hein, lorsqu'ils sont proposés par défaut, par WordPress. Donc, est-ce qu'il est possible de les modifier du coup et comment? Tout à fait. Alors, pour rappel, un bon permalien, déjà un permalien, c'est un des éléments qui est pris en compte par le robot. C'est une première information, une première source d'information sur le contenu de votre page. Il faut respecter certaines règles, avoir du coup, idéalement, le mot-clé que vous ciblez sur ce permalien, éviter les stop words, et il faut qu'il soit compréhensible par le robot. Effectivement, comme tu disais, le paramètre par défaut de WordPress, ça te crée des permaliens un petit peu dégueux, donc tu as un paramètre avec le point d'interrogation puis un chiffre derrière. Donc, c'est vraiment pas top pour le SEO. Il y a plusieurs méthodes pour modifier ce permalien. Donc, il y a une méthode un peu standard qui est dans WordPress, où il suffit juste d'aller dans Réglages, dans l'onglet permalien, et il y a un petit encart personnalisé, son permalien, qui va vous permettre de faire des permaliens qui sont plutôt propres, qui vont reprendre le titre de votre page. Mais il y a aussi une extension, nous, qu'on utilise et qui est vraiment top et qui est magique et qui permet de faire des choses vraiment sympas en SEO. C'est Permalink Manager Pro, Permalink Manager Pro, qui permet vraiment de moduler ces permaliens comme on veut, et également de créer des masques de permaliens, et qui permet vraiment de faire des structures d'URL très très propres par rapport à votre arborescence, de construire vos URL de la sorte pour que ce soit vraiment SEO friendly et que ce soit efficace en fait en termes de SEO.
Alors, il y a une question, hein, je change un tout petit peu de sujet du coup par rapport au permalien. Il y a une des questions qui revient souvent en SEO et ça concerne l'utilisation des catégories et des tags. WordPress permet d'allier les deux. Du coup, cela ne doit pas se faire n'importe comment si on ne veut pas que ça parasite du coup le crawling des robots de Google ainsi que la navigation des internautes. Comment il faut procéder entre les deux? Alors, effectivement, les tags, appelés aussi étiquettes et les catégories, c'est un vrai sujet sur WordPress parce que ça peut être vraiment très, très négatif. En fait, ça peut tirer le site vers le bas en termes de SEO. Il ne faut pas l'utiliser à mauvais escient. Euh, Généralement, ce que je préconise pour les tags et les tags ou les catégories, c'est d'avoir une optique expérience utilisateur. C'est une plus-value pour l'utilisateur dans la navigation. Ça, il faut déterminer en amont euh, les gros sujets que vous allez traiter avec vos articles, définir quelques catégories ou quelques étiquettes qui vont permettre de regrouper vos différents articles et ça va vous permettre d'éviter justement de créer une usine à étiquettes avec des pages à moitié vides qui vont être crawlables et indexables parfois si on les paramètre mal. Généralement, moi, ce que je conseille, c'est en termes du X, du coup, de bien segmenter vos catégories et vos tags sans créer une multitude avec les gros sujets. Et en termes de SEO, moi, ce que je préconise généralement, c'est de bloquer à l'indexation, par exemple, les tags qui ne sont pas forcément très pertinents. Ce n'est pas cette typologie de page qui va ranker sur des requêtes. Donc, bloquer à l'indexation et également bloquer au crawl pour ne pas faire perdre son temps au Googlebot. Ouais, donc il y a quand même un paramètre aussi important à prendre en compte et que tu as évoqué, c'est penser aussi à l'intérêt de l'utilisateur. Dans tout ça, l'information de l'utilisateur que vont véhiculer les tags ou les catégories. On a coutume donc de dire que WordPress est un CMS très performant, il est facile d'utilisation pour les producteurs de contenu, mais qu'il est moins performant si on souhaite appuyer sa stratégie SEO sur le netlinking ou la technique. Et ça, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité également? Alors, c'est selon moi un mythe et une réalité à la fois. Euh, c'est le même constat. En gros, WordPress, ça peut être vraiment. C'est un CMS qui est très efficace en termes de SEO, mais qui a ses limites ou qui nécessite des actions, des interventions de développement ou techniques derrière. Et il faut le faire efficacement. Euh, En termes de technique, WordPress, avec les différentes extensions qu'on a évoquées tout à l'heure, peut être efficace en termes de SEO et efficace en termes de SEO, mais en fait, ça reste l'humain derrière. La première base d'une stratégie SEO réussie, ça va être l'arborescence. Si l'arborescence est efficiente en termes de SEO et qu'elle est réalisable sur WordPress, on n'aura pas de frein technique. Après, ça reste vraiment la détermination des pages, notamment par exemple, est-ce que des pages sont indexées par WordPress par défaut? Est-ce que des pages sont crawlables alors qu'elles ne nécessitent pas forcément d'être crawlées? C'est tous ces éléments-là qui vont faire que on va performer aussi en SEO. Et ça, c'est gérable par WordPress. Donc, c'est vraiment une question d'humain derrière, d'analyse. Je pense notamment aux page tags qu'on a évoqué tout à l'heure. Effectivement, par défaut, WordPress va indexer ces page tags qui sont pauvres en contenu et qui ne sont pas très pertinentes en termes de SEO. Si on les désindexe et on a la possibilité de les désindexer facilement, enfin, de mettre la balise no index sur cette typologie de page par le biais de WordPress, donc on n'aura pas de soucis techniques. Il n'y a pas réellement de frein technique, il n'y a que des actions à mettre en place et une bonne analyse justement de ces différentes variables pour optimiser en termes de SEO. Pour ce qui est du deuxième volet netlinking, on revient à l'arborescence et au maillage. Au final, le netlinking, c'est tous les backlinks qui vont pointer vers le site web. Donc en fait, la première efficacité d'un backlink, c'est il faut que le jus SEO que vous allez recevoir sur une page, il faut que le maillage soit efficace pour que la stratégie de netlinking soit efficace derrière.
mais c'est pas du tout un frein. WordPress n'est pas du tout un frein sur ces deux volets-là. Et on est bien d'accord donc que l'objectif de toute stratégie SEO reste donc in fine la conversion. Euh, Aurais-tu une shortlist des tâches les plus importantes pour créer une stratégie SEO performante sur WordPress? Vraiment les grands Alors, axes. les grands axes, on va balayer en fait les quatre piliers SEO. Il ne faut pas D'accord. brûler les étapes. Donc, la première étape, c'est en dehors de WordPress, finalement, c'est d'établir une stratégie de mots-clés pertinente par rapport à votre offre. Ça va être la sélection du coup de mots-clés de différentes typologies de mots-clés, des requêtes informationnelles, navigationnelles, commerciales et transactionnelles. Donc, il faut déterminer les bons mots-clés par rapport à votre cible. Où est-ce que va se trouver votre cible dans le parcours d'achat? Est-ce que ce sont des mots-clés concurrentiels avec un volume qui est assez pertinent? Est-ce que ces mots-clés répondent est-ce que les mots-clés que vous allez sélectionner sont en corrélation avec votre offre? Donc ça, c'est la première étape, c'est d'établir une stratégie de mots-clés qui est pertinente pour votre business. Deuxième étape, ça va être d'élaborer la bonne arborescence par rapport à votre stratégie de mots-clés, à l'intention de recherche de l'utilisateur et d'élaborer cette arborescence par rapport à votre stratégie de mots-clés que vous allez élaborer. Donc ça, c'est la deuxième étape, élaborer la meilleure arborescence possible par rapport à votre stratégie. Troisième étape, ça va être de développer votre site techniquement SEO friendly. Donc ça va être justement d'anticiper l'indexation de pages pauvres en contenu et donc d'optimiser donc les différentes pages, de mettre en index les pages qui ne sont pas pertinentes en contenu, bien gérer le crawl des différentes pages, donc travailler sur le robot.txt pour bloquer le crawl des pages qui sont pauvres en contenu. Je pense notamment, ça peut être des pages à paramètres, par exemple sur le moteur de recherche interne du blog WordPress. Ça peut être vos mentions légales, vos CGV. Ça peut être une multitude de pages que vous jugez non pertinentes ou vous ciblez aucune requête SEO. Autre élément, ça va être le contenu, qui est le nerf de la guerre en SEO. Il faut bien cibler un mot-clé principal et un ou deux mots-clés secondaires sur chaque page. Pour ça, il faut analyser du coup le contenu des concurrents qui rankent sur ces mots-clés-là. Et après, donc ça peut faire l'objet d'un autre débat, mais en gros, du coup, bien optimiser vos contenus. Et ensuite, effectivement, le netlinking à travailler en dehors du site, où là, ça va être une vraie stratégie à mettre en place, acquérir des liens de qualité sur votre thématique. Et tous ces quatre piliers vont permettre de performer en SEO. Et si je devais donner vraiment une ligne directrice, enfin une philosophie presque pour performer en SEO, c'est d'analyser régulièrement, monitorer régulièrement le site web, que ce soit sur le positionnement des mots-clés, analyser dans la Search Console comment sont indexées vos pages, comment sont crawlées vos pages, analyser et ensuite du coup déterminer des actions d'optimisation et surtout prioriser ces actions pour performer. C'est très important puisqu'effectivement, pour moi, la clé de la réussite en SEO, c'est vraiment de prioriser ces actions et pas d'élaborer une checklist sans forcément se dire pourquoi je fais ça et sur quel résultat ça va découler. Donc, c'est très important, en gros, de prioriser ces actions et de les déployer en conséquence derrière. Eh ben, écoute, Julien, je te remercie vraiment beaucoup pour toutes ces informations parce que ça a été très instructif, surtout pour les gens qui galèrent parfois un peu avec l'optimisation de leur site WordPress. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Julien. Avec plaisir, avec plaisir. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Let's Talk About SEO sur un nouveau sujet. À très bientôt. Ciao la communauté. Bye.